Le président français Emmanuel Macron reçoit à la mi-journée le chancelier allemand Olaf Scholz à l'Elysée. Le nouveau chancelier fait son entrée sur la scène européenne. Suivant une longue tradition, c'est à Paris que le social-démocrate réserve sa visite inaugurale. Les négociations des licences de pêche post-Brexit. Le bras de fer continue entre Paris et Londres. Aujourd'hui, c'est la date butoir. Londres rejette cette échéance fixée par la Commission européenne. Une centaine de bateaux français attendent toujours leur licence. La France menace d'aller au contentieux contre l'Angleterre si nécessaire. 53 migrants tués et une quarantaine blessés dans un grave accident de la route dans le sud-est du Mexique. Ces migrants venaient pour la plupart du Guatemala. Le camion en excès de vitesse aurait percuté un mur. Il s'est renversé par la suite. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz déjeunent ensemble ce vendredi. Première visite à Paris du successeur d'Angela Merkel. Après son investiture mercredi dernier, un premier voyage officiel de chancelier selon une tradition bien établie. Au menu des discussions, le moteur franco-allemand, la souveraineté européenne et le dossier ukrainien. La correspondance à Berlin de Luc André. Emmanuel Macron a présenté ses priorités hier pour la présidence tournante de l'Union européenne et il ne pourra pas mettre en œuvre son agenda sans un soutien moteur de la part de Berlin. Et comme la formation du nouveau gouvernement en Allemagne a duré jusqu'à cette semaine, Paris et Berlin n'ont pas beaucoup de temps pour accorder leur violon. L'avantage, c'est que Olaf Scholz, qui était ministre des Finances dans le précédent gouvernement, est déjà dans le bain, surtout en ce qui concerne les sujets financiers, les règles de Maastricht que le président français veut faire évoluer, ou la question d'un endettement commun. Alors on se connaît déjà, c'est une certaine relation de confiance existe entre les deux dirigeants, et c'est important car, comme dans tous les tandems franco-allemands depuis la création de l'Union européenne, Emmanuel Macron et Olaf Scholz vont devoir trouver des compromis. Olaf Scholz, pour rester sur les sujets financiers, Olaf Scholz est certes social-démocrate, un parti qui est plus proche des positions françaises sur les sujets financiers, mais Olaf Scholz a défendu la rigueur budgétaire avant la crise sanitaire et surtout dans son gouvernement, il a confié le portefeuille des finances aux libéraux qui sont partisans du retour à une certaine rigueur. Une Europe plus protectrice, c'est l'ambition affichée par Emmanuel Macron lors de la conférence de presse pour annoncer la présidence française début janvier du Conseil de l'Union européenne. Une ambition partagée par son homologue allemand. Quels sont leurs points communs et leurs divergences? Alexandra Quarini nous en dit plus. Une Europe puissante dans le monde. L'ambition d'Emmanuel Macron est partagée par le tout nouveau gouvernement allemand. À la veille de la visite du chancelier Olaf Scholz, la ministre des Affaires étrangères affiche son soutien. Du premier au dernier jour, vous pourrez compter sur le soutien de l'Allemagne, sur mon soutien personnel et sur le soutien de l'ensemble du gouvernement fédéral allemand pour que nous travaillions ensemble à une Europe forte et souveraine. Parmi les dossiers sur la table, la gestion des frontières face aux crises migratoires et la promotion de la souveraineté pour mieux se positionner face à la Chine et aux États-Unis. Son fil conducteur, ça va être de construire cette autonomie stratégique, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'approvisionnement énergétique et bien entendu dans le domaine de la défense et de la sécurité. Autre enjeu, la situation en Ukraine et le conflit qui oppose les séparatistes pro-russes aux autorités du pays. Un dossier au cœur des négociations entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz ce vendredi. Le bras de fer entre la France et le Royaume-Uni, le 10 décembre, c'est la date butoir donnée par la Commission européenne pour régler le litige des licences de pêche post-Brexit. Il manque toujours une centaine de licences d'après Paris. Le gouvernement français accuse le gouvernement britannique de mauvaise foi et promet d'aller au contentieux. David Gilberg. La crise franco-britannique sur la pêche, bien partie pour continuer. La Commission européenne a donné ce vendredi comme date butoir pour un accord sur les licences accordées aux pêcheurs français dans les eaux britanniques. Mais dès jeudi, Londres a annoncé la couleur. Nous n'avons jamais fixé de date butoir. Ils en ont fixé une, mais ce n'est pas celle sur laquelle nous travaillons. Exaspération du côté français. Emmanuel Macron appelle le gouvernement britannique à respecter ses engagements. Le gouvernement actuel, jusqu'à présent, et j'espère que les choses vont changer, qu'on peut se réengager de bonne foi dans un agenda de confiance, mais simplement ne fait pas ce qu'il dit. J'aime la Grande-Bretagne. J'aime son peuple. J'ai terriblement envie d'avoir un gouvernement qui souhaite travailler simplement de bonne foi avec nous. Après avoir déjà obtenu 1004 licences dans les eaux territoriales du Royaume-Uni depuis que le Brexit a remis en cause la libre circulation maritime, Paris attend toujours 104 licences dans ses eaux, ainsi que 51 dans celles de Jersey. Les pêcheurs ont été très patients.
La ministre française de la Mer, Annick Girardin, a prévenu que son gouvernement demandera un arbitrage au niveau européen et ira au contentieux en cas de non-respect de l'ultimatum. La suite du sommet pour la démocratie aux États-Unis. Mais la Russie et la Chine en sont exclus. Washington appelle les pays démocratiques à accroître leurs liens avec Taïwan. Une question très sensible pour Pékin, mise au banc des nations lors de ce sommet organisé par le président américain Joe Biden. Pour le porte-parole de la diplomatie chinoise, l'île fait partie intégrante de la Chine. Un rappel, alors que le Nicaragua vient d'annoncer la rupture de ses relations diplomatiques avec Taïwan et la reconnaissance d'une seule Chine. Alice Broga. C'est une annonce retentissante faite par le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua. Le gouvernement de la République du Nicaragua déclare qu'il reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime qui représente toute la Chine et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Le Nicaragua se tourne vers la Chine et rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan, que Pékin considère comme une province rebelle. Une décision que Taïwan a immédiatement indiqué regretter du fond du cœur, mais saluée par la Chine. Cette annonce intervient alors que les relations entre les États-Unis et le président nicaraguayen Daniel Ortega se dégradent. Washington a récemment durci ses sanctions à son encontre après sa réélection contestée en novembre dernier. Pour les États-Unis, cette rupture diplomatique est un coup dur dans un contexte de forte tension avec la Chine. En réaction, le département d'État américain a appelé les pays démocratiques à accroître leurs liens avec Taïwan. Nous encourageons tous les pays qui accordent de l'importance aux institutions démocratiques, à la transparence, à l'état de droit et à la promotion de la prospérité économique pour leurs citoyens à accroître leurs liens avec Taïwan. Taïwan n'est désormais plus reconnu que par 14 pays à travers le monde, dont seulement 3 en Amérique centrale. Mais l'île a aussi trouvé récemment de nouveaux soutiens internationaux. Fin novembre, la Lituanie est ainsi devenue le premier pays de l'Union européenne à accueillir une représentation diplomatique de Taïwan. Le troisième référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Plus de 180 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Les indépendantistes ont décidé de ne pas y participer et n'ont tout simplement pas mené campagne. Ils avaient demandé le report du scrutin en raison de l'épidémie. Certaines familles endeuillées refusent de voter. Les loyalistes redoutent une très faible participation. Hugo Capelli. Un scrutin crucial pour la Nouvelle-Calédonie. Quelques panneaux électoraux rappellent la date du référendum. Mais les affiches du camp indépendantiste n'ont pas été collées. Sur ce rond-point de Nouméa, les militants de l'indépendance demandent à leurs partisans de ne pas se rendre aux urnes en raison du Covid-19 qui a fait plus de 200 morts. La date du 12 a été maintenue par l'État français alors que nous sommes en pleine période de deuil. Nous, ce qu'on veut, c'est interpeller les gens en leur disant aujourd'hui, il faut aussi exprimer notre mépris et notre mépris il peut passer par le silence et par la non-participation. Conséquence, la campagne politique n'a presque pas eu lieu pour ce troisième et dernier référendum. Les deux premiers ont été remportés de peu par les non-indépendantistes. Les anti-indépendants estiment que la gestion de la crise sanitaire a renforcé l'État français en Nouvelle-Calédonie. La nécessité de la France est devenue flagrante pour une partie de la population et je pense que nous on a vu des électeurs indépendantistes qui nous ont dit effectivement c'était pas flagrant jusque-là parce qu'on avait du mal à imaginer comment ça se passerait sans la France. Là on a bien vu que si la France n'avait pas été là, on n'aurait pas été dans la situation dans laquelle on est. Deux camps divisés. Les autorités craignent des incidents le jour du vote malgré les appels au calme des formations politiques. Des renforts ont été envoyés pour assurer la sécurité de l'archipel, une situation mal vécue par certains habitants. Il y a trop de militaires qui sont arrivés de France, alors pour nous c'est un peu drôle quoi. C'est étonnant qu'un tel nombre de forces répressives pour un scrutin dans le pays. Un vote sous haute tension qui pourrait ne pas régler l'instabilité politique de l'archipel. Le Conseil d'État a rejeté les demandes de report du référendum formulées par les indépendantistes. Ils ont pourtant prévenu qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat du scrutin et le contesteront devant les Nations Unies. En Birmanie, grand mouvement national de désobéissance civile ce vendredi à l'appel de l'opposition au pouvoir de la junte. L'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été condamnée à 2 ans de prison cette semaine, une décision qualifiée de politique et de simulacre de procès par les États occidentaux. Depuis le coup d'État militaire, Aung San Suu Kyi est prise pour cible. Elle encourt 100 ans de prison. Plus de 1300 Birmans ont été tués par les militaires depuis le putsch.
Un nouveau drame migratoire. Au moins 53 migrants tués dans un accident de camion dans le sud du Mexique, pour la plupart originaires du Guatemala. Le camion s'est écrasé contre un mur. L'accident a eu lieu dans l'état du Chiapas, porte d'entrée des migrants en provenance d'Amérique centrale. Alexandra Quarini. Le long de la route, les corps des migrants s'entassent. Tous se trouvaient à l'intérieur de ce camion qui a quitté la route. Heureusement, la réaction de toutes les institutions, Croix-Rouge, pompiers, protection civile, a été très rapide. Le chauffeur aurait pris la fuite après avoir perdu le contrôle du véhicule, comme l'explique cet homme rescapé de l'accident. La remorque a pris un virage et à cause du poids des personnes à l'intérieur, nous sommes tous tombés. De toute évidence, le véhicule ne pouvait pas supporter une telle charge et il s'est renversé. L'accident a eu lieu dans le Chiapas, un État proche de la frontière avec le Guatemala, considéré comme la porte d'entrée des migrants venus d'Amérique centrale pour entrer aux États-Unis. Cette année, le Mexique est confronté à des arrivées records de migrants. Sur les 10 premiers mois de l'année, le pays a enregistré plus de 108 000 demandes d'asile. De son côté, l'administration Biden fait preuve d'une grande fermeté. En vertu d'un accord passé avec les autorités mexicaines, tous sont obligés d'attendre au Mexique la réponse à leur demande d'asile aux États-Unis. Le prix Nobel de la paix remis ce vendredi à Oslo à 2 journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov. Un prix remis en main propre. Ces 2 professionnels de l'information incarnent l'ensemble des menaces qui pèsent sur le journalisme. En 20 ans, plus de 1600 journalistes ont été tués, dont 46 pour la seule année 2021, selon Reporters sans frontières. Les 2 co-lauréats représentent, selon le comité Nobel, le courageux combat en faveur de la liberté d'expression. On écoute la journaliste philippine Maria Ressa au micro de France 24. Les gens me disent, mais vous n'avez pas peur de ce qui se passe? Non, c'est pas parce que j'ai pas peur, mais j'essaie de gérer ma peur. Et c'est ça le véritable enjeu. Et pour les journalistes dans le monde entier, c'est ça qu'il faut faire. Et je crois que c'est effectivement la mission du journalisme. Il faut que nous demandions aux puissants de rendre des comptes. Il faut que nous apportions la vérité au public. Nous sommes des intermédiaires et notre mission n'a jamais été aussi importante. Un taux de natalité au plus bas depuis plus de 40 ans en Chine. Avec plus de 8 naissances pour 1000 personnes l'an dernier, Pékin a vu son taux de natalité chuter. La mortalité, elle reste stable. Reportage signé Arnaud Miguet. Il est 9h. C'est l'heure du bain dans cette maternité de Shanghai. 11 nouveau-nés dans ce pays qui fait de moins en moins d'enfants, aux grandes dames de la sage-femme en chef, Din Lingjing. Le taux de natalité n'a jamais été aussi bas en Chine depuis 40 ans. J'aimerais voir plus d'enfants. J'espère toujours que les jeunes feront plus de bébés. C'est pas le cas. Depuis 2016 et la fin de la politique de l'enfant unique, les Chinois sont autorisés à avoir 2 enfants, puis 3 cette année. Mais la natalité s'effondre. De 17 800 000 naissances il y a 5 ans, on est passé en 2020 à 10 400 000. Alors Pékin fait tout pour tenter d'inverser cette courbe, en allongeant notamment la durée des congés maternité. On est passé de 4 mois à un peu plus de 5 mois de congé maternité. Cela devrait stimuler le nombre de naissances. Zhou Yantin, à 28 ans, est une maman heureuse. Elle vient d'avoir son premier enfant, le petit Shui, 20 jours à peine. A priori, elle n'en veut pas d'autre. Aujourd'hui, le gouvernement nous encourage à avoir plus d'enfants. Mais les gens de notre génération, nous avons déjà tellement de pression au travail. Et puis 2 enfants, c'est aussi une trop grosse charge financière. Taux de natalité au plus bas, vieillissement de la population et baisse du nombre d'actifs. Le cocktail démographique est explosif. Et à ce rythme, la population chinoise pourrait, selon les démographes, chuter de 50% d'ici la fin du siècle. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24 et sur son site internet, france24.com, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.